peux pas croire que tu n'aies jamais vu ce film-là, c'est pas possible. Théoriquement, c'est un film culte, t'as dû le voir. Alors tu me laisses attraper la VHS, branche le magnétoscope, on va voir ça. Wow. Salut à tous. Ouais, effectivement, je suis désolé, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vous avais promis de les sortir tous les 15 jours, mais bon, là j'ai eu quelques petits soucis. Honnêtement, celle-là, il fallait que je la bichonne. Laissez-moi juste poser mon petit bouquin sur les méchants, et je suis à vous tout de suite. Alors, je suis avec mon ami, et qui vient de me dire qu'il n'avait jamais vu de film vraiment culte d'horreur. Notamment celui-là, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Massacre à la tronçonneuse. Vous le savez, vous avez vu la vignette, donc pas de surprise. Et il est vrai, comme je lui disais, que souvent les films sont trompeurs. Enfin, les titres sont trompeurs. Parce que pour Massacre à la tronçonneuse, bien évidemment, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout le massacre prétendument cité dans le titre. Alors, je prends ma petite VHS originale, et c'est parti, juste après le générique. Alors oui, effectivement, pour un film, le titre est primordial. C'est ça qui va accrocher l'oreille et nous donner envie de peut-être se projeter dans la jaquette, se projeter également dans le synopsis du film pour aller le voir au cinéma, ou alors en VOD, ou même voir carrément se le procurer en DVD ou en Blu-ray. Concernant le film d'aujourd'hui, donc Massacre à la tronçonneuse, c'est assez particulier. Depuis la démocratisation de la VHS et de l'avènement des vidéoclubs, dans les années 80 on va dire, bon nombre de films au titre racoleur ont vu le jour. Mais les années 70, je peux vous assurer qu'elles n'étaient pas en reste. Justement, le film du jour ne viendra pas me contredire. Massacre à la tronçonneuse, ou dans la langue de Shakespeare, The Texas Chainsaw Massacre. Ce film-là a obtenu un statut de film culte, à très juste titre d'ailleurs, mais il fut affublé d'une réputation de film gore et sanguinolent par beaucoup de monde qui se sont uniquement basés sur le titre sans avoir vu le métrage. Je vais pas vous le cacher, moi le premier, quand je voyais cette VHS au vidéoclub, bien sûr que je m'imaginais des scènes gore crades comme pas permis. C'est normal. Et je me trompais très lourdement, bien sûr. Mais ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Par contre, je vais vous expliquer là tout de suite maintenant comment j'ai fait pour découvrir Massacre à la tronçonneuse. Nous sommes en 1989, le 31 octobre exactement. Et je suis avec Olivier au vidéoclub. Je cherche des films pour passer une super soirée d'Halloween et surtout pour bien me faire flipper. Il y en a un que j'ai repéré depuis un bon moment, c'est celui-là, Massacre à la tronçonneuse. Alors l'édition René Château Vidéo, celle-là en l'occurrence, elle avait quelque chose de particulier. Bon déjà, le massacre. Alors pour moi, massacre, c'était du sang, de la viande de partout collée au mur. Bon, bref, on n'en était pas là. Moi surtout, ce qui m'attirait l'œil, c'est ce qu'il y avait derrière. Ce que je vous expliquais, le synopsis. Mais avant d'attaquer le synopsis, il y avait ça écrit. Film interdit aux moins de 18 ans. Et surtout, ce qu'avaient titré les éditions René Château Vidéo, ça. Les films que vous ne verrez jamais à la télé. Pour moi, c'était le paradis. Il y avait du sang, il y avait une interdiction de télé, et surtout, interdit aux moins de 18 ans. Pour moi, j'allais voir le summum de l'horreur.
Alors vous vous doutez bien qu'Olivier m'a dit « Je peux très bien te parler de ce film, c'est pas un souci, par contre je ne peux pas te le louer sans l'accord de tes parents. Tu n'es pas majeur, donc c'est hors de question, je voudrais pas avoir des soucis derrière. » Petit coup de téléphone à la maison, ma mère qui débarque, qui donne son accord. Ce film-là, je le ramène à la maison, prêt à en découdre avec Le Tueur à la tronçonneuse et avec les autres films que j'avais loués, mais cela je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est parti. Je vous explique. Massacre à la tronçonneuse est un film d'horreur américain, réalisé en 1974 par Tobe Hooper. Monsieur Hooper, non pas lui. Il réalisera le second volet de cette grande saga également. Mais ce sera aussi le réalisateur du Crocodile de la Mort, de Massacre dans le train fantôme, du terrifiant Poltergeist, de Life Force avec la très jolie Mathilda May. Il réalisera aussi L'Invasion vient de Mars, Night Terror, The Mangler avec Monsieur Robert Englund et plein d'autres films que je ne manquerai pas de vous parler dans les prochaines vidéos. Il sera à l'origine du premier épisode aussi de la série des Cauchemars de Freddy. Cet épisode-là nous raconte le procès et la mise à mort du tueur de Springwood. Il réalisera un épisode aussi des Contes de la Crypte, le bien nommé La Perle Noire, avec Whoopi Goldberg, en fameuse prêtresse vaudou. Puis il réalisera également 2 épisodes de l'anthologie Master of Horror, à savoir La Danse des Morts et Les Forces Obscures. Le film démarre dans un cimetière au fin fond du Texas. La police locale vient de découvrir que les cadavres étaient exhumés et posés en trophée à différents endroits du lieu. Ouais. Bon, après c'est Halloween. Il y a mieux comme décoration, mais c'est Halloween. Dans le même temps, pas si loin que ça, un van s'arrête au bord de la route pour une pause pipi réglementaire. C'est Franklin, le frère de Sally, qui a besoin de se soulager. Bon, le seul souci, c'est qu'il est en fauteuil roulant et donc un peu d'aide n'est pas de trop. La route reprend et à bord du véhicule, nous faisons la connaissance du petit groupe. Donc il y a Sally et Franklin Hardesty, frères et sœurs, bien sûr. Il y a Kirk, Jerry et Pamela. Ensemble, ils traversent le Texas pour se rendre dans la maison familiale, tombée à l'abandon. Lorsqu'ils arrivent aux abords du fameux cimetière où il y a eu un peu les exhumations de tombes, Sally décide d'aller voir le shérif pour connaître le nom des tombes qui se sont retrouvées profanées. En fait, elle veut surtout se rassurer pour savoir que ses parents à elle et à son frère n'ont pas été profanés et donc voilà, pour être un peu plus rassurée, on va dire. Donc le groupe, une fois l'action faite, va reprendre la route direction la fameuse maison. Sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante, le van va passer devant les abattoirs. Une légère odeur nauséabonde va se dégager à cet endroit-là, qui va mettre très mal à l'aise le petit groupe, au contraire de Frankie, qui lui est très informé sur le sujet et qui n'hésite pas à dresser les différentes mises à mort des animaux, leur expliquer le fonctionnement de l'abattoir. Pamela, dit Pam, lui demande de se taire parce que ses paroles lui donnent vraiment la nausée, et qu'elle va pas tarder à poser une galette. La discussion est interrompue car un homme qui fait du stop sur le bord de la route fait pitié un peu à Sally. Avec toute sa bienveillance, elle demande à Jerry de s'arrêter et de le laisser monter. Donc le chauffeur s'exécute, l'autostoppeur rejoint le groupe à l'arrière du véhicule et ils reprennent tous la route. L'homme a le visage marqué par une belle tache de vin et un comportement, on va dire, un peu chelou. A priori, je pense qu'il n'a pas la lumière à tous les étages. Il montre quelques photos de l'abattoir qui le mettent a priori un peu en joie et Frankie, un peu curieux, lui pose quelques questions. Il lui répond sur la façon de tuer les animaux, un peu comme avait fait Frankie avec Pam. Mais soudain, le vagabond va péter les plombs complètement. Il va utiliser le couteau de Frankie pour s'entailler la paume de la main, sous les yeux effrayés du groupe, qui, par peur ou par instinct de conservation, va directement vouloir foutre dehors l'autostoppeur du van et le laisser sur le bord de la route. Ça, c'est une bonne initiative, ne pas prendre n'importe qui en stop. C'est bien. Peu de temps après, l'équipe s'arrête pour faire le plein dans une station essence, parce qu'ils sentent que la panne n'est pas loin. Bon, le seul petit souci, c'est que la station a la cuve vide, et le propriétaire explique qu'il ne sera livré que le lendemain. Donc le groupe décide de se rendre dans la maison familiale pour y passer la nuit, et repartir dès le lendemain quand l'essence sera livrée. À peine arrivés sur les lieux, Sally et Frankie constatent que la bâtisse tombe plus qu'en ruine, et que le fait d'y passer la nuit risque d'être fort compromis, je pense. Le jeune homme indique à Pam et à Kirk que dans ses souvenirs, il y avait un lac non loin de la maison, et qu'il pourrait y aller pour se détendre un peu. Le couple va pas se faire prier du tout, et comme on est dans les années 70, la libération sexuelle, le peace and love, il file direct, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il va apercevoir une maison qui a l'air tout à fait habitée, et pour une fois, le cerveau va passer avant les hormones, et il décide de rendre visite aux voisins pour savoir si par le plus simple des hasards, ils n'auraient pas un peu d'essence. Ce qui leur permettrait déjà de faire un peu plus de kilomètres pour trouver une autre station-service et faire le plein. Après quelques appels restés sans réponse devant la maison, Kirk demande à Pam de l'attendre sur le perron, le temps qu'il aille voir à l'intérieur s'il y a vraiment quelqu'un. C'est quoi cette manie dans les films américains que les mecs rentrent comme dans un moulin dans les baraques? Là, il va falloir qu'on m'explique quand même.
Et malheureusement, Kirk va tomber face à face avec un homme à l'allure colossale qui porte un masque assez bizarre, je dirais, et un tablier de boucher tout ensanglanté. Ce dernier va lui asséner un coup de marteau sur le crâne, ce qui va le sonner complètement, le pauvre Kirk. Il va même lui provoquer des spasmes et je pense une grosse hémorragie. La porte métallique du couloir se referme aussi rapidement qu'elle s'est ouverte. Pam, qui commence à trouver un peu le temps long dehors, décide de se rendre à son tour dans la maison et commence à visiter les pièces à la recherche de son petit ami. Elle va pénétrer dans ce qui pourrait a priori être un salon et elle va découvrir une pièce dans un état plus que flippant. À l'intérieur, il y a des milliers et des milliers de plumes, des dents, des os qui jonchent le sol, une poule vivante même se trouve dans une cage qui est suspendue. Et sur un canapé fait d'os humain, qui en fait finalement forme plus un genre de squelette reconstitué qu'un canapé, Pam n'en croit pas ses yeux. Elle commence à paniquer, à hurler, et elle décide de filer sans demander son reste, ni de trouver Kirk. Bon, là, perso, on la comprend parfaitement, hein, là, il n'y a pas de souci. À peine est-elle arrivée dans le couloir que la porte métallique se réouvre, l'homme au masque, que l'on surnomme Leatherface, se jette sur la jeune femme, la rattrape sur le perron et la ramène dans ce qui semble être une cuisine pour la suspendre à un croc de boucher encore vivante. Ouais, la scène elle est violente quand même. À ce moment-là, je peux vous assurer que j'ai été choqué. Ça a été une horreur. J'en ai cauchemardé pendant des semaines et des semaines de cette scène. Pourtant, si vous la repassez quand vous verrez le film, on ne voit pas une goutte de sang. Tout y est suggéré. On reprend. Pam souffre. Elle hurle, elle essaie de se décrocher, mais c'est sans succès. De son côté, le colosse démarre une tronçonneuse pour commencer à découper le corps de Kirk qui est allongé, là sur la table, sous les yeux de Pam qui agonise. Je sais pas ce qui est le pire. Si c'est d'être tronçonné vivant, ou si c'est d'avoir un croc de boucher dans le cou et d'assister à ça, sachant qu'on va être la suivante. Je sais pas, j'ai du mal, je sais pas. Un peu plus tard, ne voyant pas le couple revenir, Jerry propose d'aller les chercher. Frankie lui indique le même chemin menant jusqu'au lac, et il commence à discuter avec sa sœur de rester dans le van. Ne trouvant personne vers le lac, bien sûr, Jerry se dirige lui aussi vers la maison où ont disparu Kirk et Pam. Alors, bien évidemment, la maison est visible de ce chemin-là, c'est pour ça que tout le monde s'y dirige. Et vu que c'est une maison qui est habitée, la logique veut que, bien sûr, on s'attarde vraiment vers cette maison-là. Ça semble désert, et Jerry trouve pourtant la veste de Kirk qui est posée sur la rambarde sur le perron. Alors malgré son appréhension, il va s'introduire dans la maison et se diriger tout droit vers la cuisine. Et en ouvrant le congélateur, Jerry va découvrir avec horreur le cadavre de Pamela, qui va se soulever à cause des spasmes. Alors honnêtement, je suis comme ça moi. À ce moment-là dans le film, j'en peux plus. C'est, je suis tout seul à regarder le film dans le noir. Il est très tard dans la nuit. Je peux vous assurer, je flippe grave. Il sera aussitôt attaqué par Leatherface à coups de masse. Le colosse se rue sur la fenêtre pour être certain que plus personne va arriver. Alors, je le comprends. Techniquement, je le comprends. Il est chez lui, il y a des personnes qui viennent. Bon, la façon dont il s'en débarrasse, c'est une chose, mais je comprends tout à fait. Il y a des envahisseurs qui viennent, sans déconner. On pourrait faire ça avec pas mal de personnes, des représentants, des trucs comme ça. Pensez-y. Alors donc, Leatherface panique comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Son visage, dans la lumière, laisse voir son masque. Il est fait de chair humaine, et de certaines parties de son visage, comme sa bouche, laissent voir un réel manque d'hygiène. À la nuit tombée, Sally et Frank n'ont aucune nouvelle de leurs amis, et ils commencent sérieusement à se faire du souci. Sally explique à son frère qu'elle va partir à leur recherche, ce qui fait flipper Frankie de rester seul. Après, on peut le comprendre, faut pas oublier qu'il est en fauteuil roulant et qu'ils sont en pleine campagne, il n'y a rien du tout. Le ton monte et Sally s'en va, mais rongée par le remords, elle revient chercher son frère et l'amène avec elle, avec son fauteuil à travers la nuit et la campagne. Oh la vache, en plein chemin de terre, avec les ronces, avec tout ça, ça doit être une galère de pousser un fauteuil roulant. Et puis bon, on va pas se la cacher, Frankie c'est pas un petit gabarit, donc le fauteuil il doit peser. Oh la merdeur. Donc Frankie tient la lampe de poche pour éclairer le chemin durant que sa sœur pousse son siège, avec quand même pas mal de difficultés. Ouais, il peut au moins faire ça, il peut éclairer, c'est un minimum, merde. Soudain, au détour d'un buisson, Leatherface surgit, tronçonneuse en main, et découpe le pauvre Frankie sous les yeux et les cris de sa sœur. Sally prend la fuite, poursuivie par un Leatherface en mode chasseur, et chasseur bien énervé.
Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Entre branches et buissons épais, Sally parvient tant bien que mal à distancer son poursuivant d'une petite dizaine de mètres. Elle court à en perdre son souffle et elle se retrouve devant la maison mortelle. Elle hurle à l'aide et finit quand même par pénétrer à l'intérieur. Elle a enfermé l'autre malade et sa tronçonneuse dehors, et le temps que le fou découpe la porte d'entrée et qu'il la transforme en petit bois pour la cheminée, la fuyarde monte à l'étage à la recherche d'aide pour survivre à son poursuivant. Elle va tomber sur un vieux couple de personnes âgées assises dans des fauteuils. Mais à bien y regarder, l'homme n'est pas vraiment frais et la femme est carrément cadavérique. Demi-tour. Aussitôt, Sally redescend l'escalier 4 à 4 avant que Leatherface n'ait fini de défoncer la porte. Raté, trop tard. Sally repart dans l'autre sens. Sans se poser trop de questions, la jeune femme saute par la fenêtre du premier étage et se viande direct au rez-de-chaussée devant la maison. La course-poursuite reprend de plus belle. Finalement, Sally arrive à la station-service où elle va trouver le pompiste qui va la mettre en sécurité. Il va lui dire de se calmer, il va proposer son aide et de s'occuper de l'homme qui la poursuit, bien sûr. Il lui dit qu'il va récupérer sa camionnette. Il se gare devant et revient auprès de Sally avec un sac en toile de jute et une corde à la main. Sally, elle sent très vite que le vieux, il est pas super clair. Donc, elle va décider de partir. Sauf que le pompiste, il finit par l'assommer à la pauvre jeune femme. Il la ligote. Ça c'est la ligo. Là, lui, il la ligote. La vanne est bonne quand même, je trouve. Donc il l'attache avant de la mettre dans le sac et la charger dans son véhicule. Et direction où, vous allez me dire? La maison familiale, bien sûr. Sur le chemin, Drayton, qui est le nom du pompiste, va trouver l'autostoppeur qui se nomme Nubbins, qui n'est autre que son frère. Et également Leatherface, qui est aussi son frère. Drayton et Nubbins amènent Sally dans le salon pour l'attacher à un fauteuil. Leatherface est passé à tabac par Drayton, qui le réprimande pour son comportement complètement irresponsable, qui pourrait les faire prendre finalement. Alors, retenue prisonnière dans la maison, Sally commence à devenir folle. Dans le même temps, Leatherface et Nubbins vont chercher à l'étage le fauteuil où se trouve l'homme limite momifié, et il se trouve qu'il est toujours vivant. Putain, il s'accroche le grand-père. Il va donner à sucer le doigt de Sally, que notre tête de cuir a pris soin d'entailler pour que papy puisse boire un peu de sang et reprendre un peu des forces. Sous le poids des émotions, la jeune femme va totalement perdre connaissance. Alerte. Alerte. À son retour de conscience, la pauvre Sally est assise à table, pendant que la famille de malades prend le repas du soir. Elle hurle, elle pleure, elle supplie ses bourreaux, mais rien ne changera son destin. Ils se moquent d'elle, ils l'humilient. Ils prennent la décision que ce sera finalement grand-papa qui va donner le coup de grâce à Sally. Alors, ils vont le déplacer, l'armé d'un marteau, et la momie va devoir fracasser la tête de la pauvre victime. Seulement, papy, il est un peu trop faible. Et il va rater Sally à chaque fois. Et tant pis, dans un ultime effort pour se défaire de l'emprise de Nubbins, Sally le pousse, le bouscule et arrive à se libérer. Elle va sauter une fois de plus par la fenêtre et a-t-elle à peine touché le sol qu'elle prend la direction de la route en courant. Enfin, en courant. Elle est quand même bien blessée, donc c'est un peu compliqué de courir. Elle est plus ou moins poursuivie par Nubbins et Leatherface, qui jouent avec elle comme un chat jouerait avec une souris. La survivante parvient à rejoindre la nationale, et c'est à cet instant que Nubbins va vouloir se jeter sur Sally avec le fameux coupe-chou qu'il avait dans le van au début du film. Mais l'arrivée d'un camion va sauver la vie de la pauvre femme quand son agresseur va passer sous les roues du dit véhicule. Le chauffeur s'arrête pour constater l'accident, et quand il voit Sally couverte de sang courir vers lui, et surtout suivi de Leatherface, les deux vont monter en urgence dans la cabine et ressortir par l'autre porte, parce que l'autre abruti avec sa tronçonneuse commence à attaquer la portière. Le chauffeur s'arbe d'une clé pour poids lourd, et après avoir mis de la distance entre eux, il va lancer l'objet à la tête de leur poursuivant, ce qui va faire tomber le pauvre Leatherface au sol, et évidemment, la tronçonneuse va lui tomber sur la cuisse et le blesser. Une nouvelle voiture va surgir. Sally parvient à s'enfuir en montant à l'arrière du pick-up et, d'un coup, les nerfs lâchent, elle éclate de rire. Sous les yeux d'un Leatherface qui brandit et fait tournoyer son arme comme un enfant qui vient de perdre son jouet. Alerte. Alors honnêtement, le métrage m'a horrifié. Il m'a vraiment fait flipper. J'avais une petite dizaine d'années à ce moment-là et je me doutais pas du tout que, vous voyez, j'ai 46 ans, 36 ans plus tard, ce film me fait toujours flipper. Pourtant, je le connais par cœur. Mais l'ambiance malsaine qui s'en dégage, honnêtement, chaque fois, ça me fout la pétoche. Moi qui avais demandé à Olivier un film qui me fasse vraiment peur, là c'est clair, j'ai été servi.
Je l'ai vraiment remercié pour m'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre du cinéma de genre. Alors plus les années vont passer et plus je vais me documenter sur ce film. Je veux tout savoir, tout connaître. Alors déjà, le concept du film, dans les années 70-71, Tobe Hooper bosse en tant qu'assistant réalisateur à l'université de Austin au Texas. Il réalise des courts-métrages sur l'isolement dans les bois et dans l'obscurité. Il va aussi s'inspirer des meurtres commis par un certain Ed Gein, tueur en série dans l'état du Wisconsin dans les années 50. Et avec Kim Henkel, Hooper va écrire le scénario de ce qui sera certainement l'œuvre de toute une vie. Concernant le personnage de Leatherface, Hooper souhaiterait le démarquer des tueurs classiques. Il recherche une arme qui pourrait vraiment effrayer, mais également faire un tel bruit qu'elle remplacerait une bande de son qui serait vraiment trop coûteuse. C'est dans un magasin d'outillage que notre réal de génie va trouver son bonheur. Et c'est en se demandant comment il pourrait se frayer un chemin dans une foule dense qui fréquente les rayons en masse, qu'il va tomber là face à un mur rempli de petites tronçonneuses. Et là, c'est le déclic. Pour lui, la machine est en route. Ce sera la tronçonneuse. Et rien d'autre. Avec un budget ridicule de 140 000 $, Hooper sait très bien qu'il n'aura pas de quoi avoir des stars dans son casting. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son futur métrage deviendra culte et qu'il rapportera plus de 30 millions de $, à travers le monde. Alors concrètement, passer de 140 millions de $, à plus de 30 millions, c'est vraiment une plus-value, mais de génie. Hooper va recruter des acteurs totalement inconnus du public. Ils auront fait quelques petites pubs comme ça par-ci par-là, mais rien de bien fabuleux. Marilyn Burns, qui joue Sally, il l'avait rencontrée plus tôt car elle avait siégé au conseil de la commission cinématographique de l'université d'Austin, et on va dire qu'ils se connaissaient de vue et qu'elle a accepté tout de suite de jouer le rôle de Sally. Concernant Leatherface, c'est Gunnar Hansen qui fut engagé à la suite d'un désistement d'un autre acteur qui avait été choisi avant lui. Alors monsieur Hansen, il mesure plus de 1,93 m. Il a une certaine carrure qui collerait beaucoup au personnage que Hooper et Henkel avaient projeté de créer. Pour Gunnar, c'est simple. N'ayant jamais travaillé sur un vrai long métrage, il estime que jouer dans un film d'horreur lui permettrait de comprendre et d'apprendre comment ces productions sont réalisées. Selon lui, c'est un bien meilleur job d'été que de tenir un bar. Il n'imagine pas que le film qu'il va tourner puisse devenir autre chose qu'un simple petit film d'horreur, rien de plus. Hooper décide de laisser libre cours à l'imagination de Hansen pour développer son personnage. L'acteur prend le parti de se rendre dans un hôpital spécialisé dans les maladies mentales car il souhaite que Leatherface soit handicapé mentalement. Il va observer le déplacement et le comportement de quelques personnes afin de transmettre la personnalité du méchant de manière aussi réaliste que possible. Et pour être encore plus effrayant, Gunnar Hansen ne se liera avec aucun autre des acteurs. Il gardera toujours une réelle distance et ne prononcera jamais un seul mot à leur égard. Hooper validera à 100% ce comportement pour que les autres acteurs aient vraiment peur pendant toutes les scènes où ils seront face à lui. Le tournage dure environ 4 semaines, durant lesquelles tout le monde va littéralement en chier sérieux. Des conditions extrêmement difficiles, du fait que le tournage se fera en plein été, par des températures proches de 40 degrés journaliers, et comme le budget est vraiment restreint, l'équipe doit tourner entre 12 et 16 heures par jour, et bien sûr 7 jours sur 7. Pour ce qui concerne les effets spéciaux, vu que le budget est vraiment tout rikiki, Hooper table sur le réalisme au maximum. De nombreuses scènes seront tournées dans une ferme datant du début du XXe siècle, qui se situe sur Quick Hill Road, près de, alors si je ne dis pas de bêtises, Round Rock au Texas. Alors la maison n'était pas spécialement refroidie, elle était très peu ventilée. Pour compléter le décor, le directeur artistique Robert Aberns parcourt la campagne. Il ramasse les restes de bovins et autres animaux à différents stades de décomposition, dont il va joncher le sol de la maison. Et si on y rajoute à cela la chaleur et l'odeur, c'était tout simplement horrible pour tout le monde durant le tournage, que ce soit les acteurs ou l'équipe technique. L'actrice Terry McMinn, qui joue le rôle de Pamela, a vraiment dérouillé lors de la scène où elle se retrouve suspendue au crochet de boucher. Bon, évidemment, il n'y a personne qui l'a empalée sur un S, ça c'est clair. Elle était suspendue avec une corde en nylon entre ses jambes, qui l'a vraiment entaillée et ça lui provoquait une réelle douleur qui est vraiment visible à l'écran. La séquence dans laquelle Sally est attachée à une chaise a nécessité environ 26 heures de tournage. Les acteurs étaient épuisés physiquement et mentalement par son intensité. L'équipe avait du mal à faire sortir du faux sang de son tube, ce qui finalement va amener Marilyn Burns à se couper réellement le doigt avec un rasoir pour accélérer un peu le processus. Toujours Marilyn Burns, lorsque son personnage saute pour la seconde fois par la fenêtre, c'est une cascadeuse qui est remplacée à ce moment-là. Sauf que pour le raccord, et que l'image soit bien faite, Sally s'est vraiment jetée au sol en se blessant au genou, ce qui entraîna une luxation bien réelle et bien douloureuse.
Ses vêtements étaient tellement imbibés de sang à cause de la chaleur et de la coagulation que dans les derniers jours de tournage, l'ensemble de son costume était quasiment solidifié. Le gros plan de Leatherface, qui se blesse la jambe et la tronçonneuse, est le dernier plan à être tourné. L'acteur porte une plaque de métal sur la cuisse qui est recouverte d'un morceau de viande et d'une poche de sang. C'est hyper réaliste. Je sais qu'à ce moment-là, je m'étais dit, mais comment ils ont fait? J'étais gamin, je vous rappelle. Comment ils ont fait? C'est tellement bien fait que, waouh, j'en ai pris plein les mirettes. Il régnait sur le tournage une réelle tension entre les acteurs et l'équipe technique. Pour faire passer au mieux la mauvaise humeur de tous, les acteurs consommaient énormément de space cake. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un space cake, vous recherchez sur Google, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit strikée en vous expliquant ce que c'est. Donc voilà, recherchez sur Google, une fois que la vidéo est terminée, space cake, vous allez voir. Vous pouvez même tomber sur des recettes bien sympathiques. Et selon Tobe Hooper, tout le monde le détestait à la fin de la production. Il aura fallu attendre pas mal d'années pour que tout le monde se calme et que tout le monde soit apaisé. La première de Massacre à la tronçonneuse aura lieu à Austin, au Texas, le 1er octobre 1974, près d'un an après la fin du tournage. Il est ensuite diffusé à l'échelle nationale aux États-Unis. Son succès auprès d'un large public est en grande partie dû à la promotion mensongère qui le vend comme une histoire vraie. Les réactions du public sont vives. À San Francisco, les spectateurs sortent des cinémas avec dégoût et nausée. Tandis qu'à Ottawa, en février 1976, la police conseille à 2 cinémas de retirer le film sous peine de faire face à des accusations d'immoralité. Et en France, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé en France? La commission de contrôle interdit la sortie de Massacre à la tronçonneuse en 1974. Après une semaine d'exploitation en salle, sans le visa d'exploitation nécessaire, et une projection à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. L'année suivante, un visa d'exploitation est demandé pour ce film. La sous-commission de la commission de contrôle ayant visionné le film le 8 octobre 1975 recommande au minimum l'interdiction aux mineurs au lieu de l'interdire tout bonnement aux moins de 13 ans, coutumière pour les films d'horreur. Le 30 octobre suivant, la commission rend son avis en plénière sur ce film, une redoutable et directe puissance incitative en faveur de son interdiction totale. Cependant, aucune décision formelle n'est prise par le ministère de la Culture, laissant le film dans les limbes légales. L'année suivante, nous sommes en 1976, nonobstant l'avis rendu le 9 novembre de la commission estimant que le film n'est pas une incitation à la violence, c'est une incitation à la folie. Et concluant son avis, la commission a pensé devoir persister à recommander l'interdiction totale. Sauf que, la ministre de la Culture, Françoise Giroud, le classera X pour incitation à la violence, classification qu'elle souhaite ordonner en proposant à la commission de revoir le film. Ce qui de facto, forcément, empêche sa sortie et sa projection en salle. Alors, c'est quand même balèze quand même. On dit que c'est un film qui est très violent, qui est très sanglant, C'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Beaucoup de personnes ont jugé le film sans même l'avoir vu. Ce qui a fait que, ça lui a fait bonne presse, ça c'est clair. Mais par contre, c'est dommage, parce que c'est un film à voir en salle. Il faudra attendre le 5 mai 1982 pour que Massacre à la tronçonneuse sorte enfin dans sa version intégrale avec une interdiction aux moins de 18 ans accompagnée d'un avertissement sur les scènes choc et réalisera près de 615 000 entrées sur le territoire. Massacre à la tronçonneuse est le premier film que René Château Vidéo édite en vidéogramme, en VHS, en 1979, dans sa version intégrale dans la collection Les films que vous ne verrez jamais à la télévision. C'est cette édition. Alors oui, effectivement, c'est cette version-là. J'ai eu la chance, en 1989, de pouvoir avoir cette VHS-là, qui est d'origine d'ailleurs. J'ai le DVD, j'ai l'édition collector, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette VHS-là. La bande sonore est composée par Tobe Hooper lui-même, en collaboration avec le musicien Wayne Bell, dont c'est le premier long-métrage. L'ingénieur du son, Ted Nicolaou, est chargé de l'enregistrement et de la reproduction de son. En plus de la bande d'effets sonores composée par Hooper et Bell, 7 chansons originales de différents artistes texans constituent la musique originale du film.
Parmi celles-ci, la plus connue est sans doute Fool for a Blonde, écrite et chantée par Roger Bartlett, qui accompagne la scène où le groupe s'arrête avec la camionnette sur le bord de la route, où ils prennent en stop le frère de Leatherface, Nubbins. Hooper dit avoir choisi cette chanson parce que selon lui, le personnage de Sally juge à ce moment-là l'autostoppeur totalement inoffensif, sans s'imaginer qu'il se mutilerait dans le véhicule quelques instants plus tard. Pour le réalisateur, la chanson évoque un sentiment de légèreté qui crée un fort contraste avec les images. L'influence du film Massacre à la tronçonneuse se retrouve également dans la musique, notamment dans le rock. En 1976, le groupe punk rock américain des Ramones mentionne le film dans leur chanson Chainsaw qui figure sur leur premier album. Parlons maintenant des suites et autres métrages du film. Il y a eu 7 films au total qui suivront au fil des décennies, mais je n'en parlerai pas en détail, j'en ferai d'autres vidéos, car j'ai beaucoup à dire sur tous les films de la franchise. Entre véritable réussite et stupide nanar insipide, vous allez avoir le choix des armes. Le personnage de Leatherface est vraiment devenu une icône, une figure emblématique du cinéma de genre. Il fut un des premiers tueurs cinématographiques à avoir son jeu vidéo sur Atari 2600. On y joue le tueur à la tronçonneuse qui devait, comme dans le film, défendre sa propriété contre les intrus. Puis notre Thomas Sawyer, oui, au fait, c'était le vrai nom de Leatherface, Thomas Sawyer. Il deviendra également une bande dessinée. Il va être confronté aussi aux tueurs de Springwood dans les mêmes bandes dessinées. Et en 1995, la famille Sawyer deviendra limite un Airbnb. Ils vont accueillir Jason Voorhees chez eux, puis en 2006, d'autres comics sortiront sous forme de nouvelles basées sur l'univers du film. En 2016, notre tête de cuir préférée se met à la technologie et rejoint les combattants du Mortal Kombat dans Mortal Kombat X. Et puis, la famille Sawyer du premier film aura la joie de revenir sur le devant de la scène grâce au jeu The Texas Chainsaw Massacre, sorti en 2024 sur toutes les plateformes. C'est un jeu dans le style de Day by Daylight, où on incarne des membres du clan des dégénérés tentant de tuer les survivants, ou les survivants tentant aussi de survivre, ou les survivants tentant de s'échapper de la maison de la mort. En bref, Massacre à la tronçonneuse est considéré comme l'un des films d'horreur les plus importants et controversés de tous les temps. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ce film m'a choqué. Réellement. Il est imprégné dans mon ADN et il n'est pas prêt d'en sortir. C'est un film qui a défrayé la chronique. C'est un film qui a une mauvaise réputation de film gore alors qu'il ne l'est pas du tout. Je pense que durant tout le film, si on quantifie le sang qui coule, allez, je pense qu'avec une bouteille de 1,5 litre, on est large. C'est une leçon de cinéma, comme peu de films ont su le faire avec des budgets minimes. Il y a eu Halloween, Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit. Il est à la limite, pour moi, de ce qu'on pourrait apparenter à un snuff movie. Il est pile poil dans ce qu'on pourrait limite être de la réalité. Voilà, donc la vidéo va se terminer maintenant. Je vais vous donner rendez-vous d'ici 15 jours, 3 semaines. On tombera normalement dans les fêtes de Noël. Et je vais parler cette fois-ci d'une vieille machine. Si je vous dis 3615, ça va vous parler de quelque chose. Je n'en dis pas plus, vous serez sur la piste. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur X ou sur Discord, dans la taverne de Sirophant. Vous pouvez également me suivre sur Twitch. Et aussi, là, normalement, je vais arriver à le mettre, le lien pour aller sur ma chaîne secondaire où je vous propose des titres musicaux que j'ai créés. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez. Les commentaires, vous pouvez également les laisser à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce film Massacre à la tronçonneuse et qu'est-ce qu'il a éveillé pour vous. Sur ce, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Et surtout, n'oubliez pas, très très bon film, si vous ne l'avez pas vu, il est à voir. Bon, moi en attendant, je reprends mon film. Il faut que j'aille le montrer à mon pote parce que c'est un inculte. Ah, j'ai oublié. Les souvenirs. Vous savez ce que je vais vous dire? Ils sont dans la tête et dans le cœur. Et ils me demandent vraiment qu'à remonter. C'est parti.
Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Arrête, j'entends quelque chose. Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Vous êtes cinglés! Non! Vous êtes fous! Arrêtez! Terrifiant, mais réel. Aidez-moi! Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse.